Très bien, merci. Donc Alain Lebas, je suis professeur à Oniris dans l'unité GEPEA qui porte donc sur le génie des procédés environnement agroalimentaire. Et je suis également associé à une fédération de recherche avec l'unité BIA de Nantes. Donc je vais vous parler des procédés et acceptation des procédés, naturalité, pardon, acceptation des procédés. Au départ, j'ai questionné un petit peu les collègues dans le département pour discuter un peu de ce sujet. Puis ils m'ont dit, de toute façon, nous on fait du procédé, on ne fait pas des choses naturelles, donc débrouille-toi, bonne chance. Et finalement, ça peut être ça la question, le verbatim, que dire au consommateur et comment communiquer au consommateur sur le procédé. L'exemple là d'un journaliste, un traitement ultra haute pression suivi d'un flash de champ électrique pulsé a permis de réduire l'oxydation des oméga 3 naturels de soleil. Qu'en pensez-vous? Donc c'est l'exemple ici typique d'un composé naturel, on va dire, et comment faire pour le préserver. Donc le consommateur est bien embêté avec toutes ces technologies. Et j'ai repris ici, je me suis inspiré d'un schéma assez classique de Gilles Tristram sur ce qui se passe en fait quand on fabrique des aliments. Eh bien, en fait, on a des matières premières agricoles, on va les fractionner. Et puis, donc on va faire, je sais pas, des rondelles de champignons, des cubes de légumes et autres. Et puis, on va finalement les assembler petit à petit pour, à travers des procédés, ensuite, pour aboutir à un aliment fini. Donc, on a des sourcings qui s'élargissent. Également une attente au niveau des consommateurs qui sont vers des produits moins transformés et puis l'alimentation personnalisée. Donc derrière des problématiques à la fois de sourcing et tout va dépendre finalement, je pense, de la naturalité sur le degré de fractionnement que l'on va faire au niveau des matières premières et puis sur la maîtrise qu'aura le consommateur des transformations. Donc soit ils seront industriels, donc imposés, soit il les fera lui-même à la maison. Derrière tout ça, il faut donc déminer un petit peu ce concept de naturalité. Alors ici, je ne vais pas reprendre la directive de 2009 qu'a détaillé Catherine tout à l'heure. Aux États-Unis également, le concept de naturel, c'est finalement aucun élément artificiel ou synthétique, donc par exemple des colorants. Donc ça reste à nouveau des notions très floues et très subjectives en fait. Derrière tout ça, l'industrie agroalimentaire doit aussi s'assurer de prendre en compte tout un équilibre réglementaire donc vis-à-vis de la conservation des aliments, vis-à-vis de la réglementation. Donc les procédés sont soumis par exemple à des problématiques de traçabilité et puis d'agrément novel food sur des nouveaux procédés. Et puis ces sujets d'éthique et de responsabilité qui ont été évoqués en introduction, donc je ne vais pas les reprendre. Mais il y a tout un univers qui contraint un petit peu aussi le monde industriel, il ne faut pas l'oublier. Donc je vais illustrer ça sur quelques résultats ou quelques exemples sur des procédés domestiques pour voir comment le consommateur peut se mettre également en difficulté et en situation de risque sous couvert d'un principe de naturalité. On verra également quelques produits et étiquetages en intermède et puis ensuite quelques procédés industriels. Donc les premiers aspects, c'est les procédés domestiques. Donc le fait que le consommateur, et c'est une vague très forte en ce moment sur tout l'équipement de cuisine domestique, que les consommateurs mettent en œuvre chez eux, des yaourtières, des cuiseurs, des robots, etc. Donc c'est en plein boom. Et ça donne, je pense, aux consommateurs le sentiment de maîtriser ses sourcings et puis de faire des produits sans doute plus naturels. Donc des bons exemples ici sur des blenders sous vide qui permettent de limiter l'oxydation des produits en cours de fabrication. Des cuiseurs vapeur qui sont nécessairement une cuisson assez saine, bien qu'en faisant une cuisson en autoclave en cocotte minute, on aura peut-être plus de vitamines qui seront préservées à la fin. Et puis des exemples ici de mise en danger où l'exemple typique c'est le barbecue où on va générer une quantité d'acrylamide énorme. On rejoint tout à l'heure, je ne sais plus quelle image il y avait sur l'aliment brut et la naturalité, nature brute en fait. Et finalement en faisant griller sa viande, on a l'impression de reprendre maîtrise de sa naturalité, mais c'est en fait une cuisson à risque. Un autre exemple qui est parfois méconnu, c'est les problèmes de germes sur les tubercules. Donc c'est en fait une substance qui s'appelle la solanine, qui est présente naturellement dans certains végétaux, donc les solanacées, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc on va retrouver là-dedans les tomates, les pommes de terre, les aubergines. Et quand elle se retrouve en quantité élevée, eh bien, elle devient très problématique, à cause des intoxications alimentaires qui posent problème. Et la seule solution, c'est en fait d'éplucher les pommes de terre. Et il y a tous les ans en fait, des intoxications assez sévères de gens qui, pensant bien faire, pensant prendre des choses naturelles issues d'une pomme de terre, eh bien, ils font une cuisine avec les germes et ils se retrouvent à l'hôpital.
et ça peut aller très loin. Enfin, sur des animaux, par exemple, qui s'alimentent avec des pommes de terre qui ont commencé à germer, eh bien, ça peut aller jusqu'au décès des animaux. Donc c'est quand même très dangereux. Et la seule solution, c'est en fait même pas de cuire, il faut éplucher et il faut cuire, parce que ces substances sont résistantes jusqu'à 240 degrés. Des exemples de produits d'étiquetage. Donc la recette à la maison, c'est un exemple des produits Bonne Maman. Alors peut-être une collision d'intérêts parce que j'ai travaillé avec eux, mais c'est des industriels qui sont intéressants puisqu'ils ont une charte éthique qui les oblige à avoir sur tous leurs produits les recettes. Et leur grief, c'est en fait qu'on doit pouvoir faire comme à la maison. Donc tous les ingrédients sont issus du placard de la ménagère et c'est des recettes simples. Et derrière, qu'est-ce qui fait la qualité de ces produits? C'est en fait la maîtrise des procédés. Donc une qualité de procédé, une qualité d'hygiène industrielle qui permet d'obtenir ces produits qui ont une marque un label de qualité assez soutenu. Un autre exemple, c'est un édulcorant, la lulose, qui pour l'instant n'est pas utilisé en Europe, et qui est en fait une sorte de produit issu de transformation de fructose par des voies enzymatiques. Alors il a différents petits noms. Son nom le plus connu, c'est le dépsychose, qui n'est pas très sympathique, donc on l'appelle plutôt allulose dans l'intermède industriel des consommateurs. Un pouvoir sucrant qui est intéressant, et puis un pouvoir calorique qui est à peu près 20 fois inférieur au sucrose, donc c'est intéressant. Et récemment, il y a des industriels qui ont été questionnés comme ça sur comment communiquer sur ce produit. Alors, comme on trouve ce produit naturellement dans des fruits, mais en toute petite quantité, ils communiquent en disant finalement c'est un produit que l'on retrouve dans les fruits. Et puis, après, les industriels qui l'utilisent, est-ce qu'on peut mettre que c'est un produit naturel? Alors, ce produit, en fait, est issu de transformation enzymatique à partir de maïs, donc ça pose peut-être des problèmes, parce qu'on parle de fruits, puis après, c'est du maïs, donc c'est un peu compliqué de communiquer là-dessus. Donc, c'est souvent l'industriel qui doit se débrouiller avec des pirouettes pour trouver le bon verbatim, pour accrocher ou que le consommateur accepte ce type d'édulcorant. Quelques procédés industriels. Donc, on peut également jouer sur des procédés pour supprimer ou réduire les améliorants ou les produits de ce type-là, de manière très générique. Un exemple ici avec un laboratoire commun que je dirige avec la société VMI, où on essaie de développer des stratégies de pétrissage qui permettent de réduire, par exemple, ou de supprimer l'emploi d'émulsifiants. Donc ces émulsifiants vont typiquement aider à une évaluation très fine du pain de mie, et en utilisant la pression, et en maîtrisant également les gaz qui vont se trouver dans un pétrin sous pression, on peut en fait structurer l'alvéolation du pain et réduire l'utilisation d'émulsifiants. Donc c'est ici un procédé totalement transparent pour le consommateur, mais qui permettra d'avoir des produits sans émulsifiants, et puis de moduler également la rhéologie des pâtes, donc différents paramètres grâce à différents gaz. Un autre exemple ici qui est assez classique aussi sur la panification, qui est l'utilisation de fermentation levain, qui est en plein boom. Donc, les conservateurs qu'on a utilisés pendant longtemps dans le pain de mie, c'est ce qui donnait l'odeur du pain de mie, en fait, quand vous le grillez au grille-pain. C'est l'acide propionique ou bien le propionate de calcium, et c'est le goût du pain de mie d'avant, je dirais. Et beaucoup d'industriels, maintenant, ont développé des stratégies donc avec des fermentations levain qui libèrent de l'acide propionique lors de la fermentation, qui en plus ont des pouvoir de dégradation de l'acide phytique et de libérer plus de minéraux également. Donc il y a plein d'effets collatéraux intéressants sur le plan nutritionnel, et ce qui explique le plein boom de ces procédés ancestraux en fait, de panification qui reviennent très fort. Un autre exemple, c'est le procédé haute pression, donc qui permet de... Je réfléchis là. Qui permet de traiter des produits sous l'effet d'une pression isostatique, c'est-à-dire qu'on va mettre les produits dans une enceinte remplie d'eau et on va les exposer à une pression qui est de l'ordre de 2000 à 4000 fois la pression atmosphérique. Pour donner les ordres de valeur, 2000 fois la pression atmosphérique, c'est les pressions qu'on a dans les moteurs diesel en termes d'injection, donc c'est des pressions qui sont élevées mais qui sont quand même manipulables industriellement, et on peut avoir des effets de stabilisation, donc une activation à un niveau de pasteurisation, pardon. On peut avoir des effets de texturation et gélatiniser ou gélifier des pectines, par exemple, pour faire des produits particuliers. Le consommateur, en général, apprécie à peu près, capte à peu près bien, parce que la notion de pression, c'est une notion physique qui va lui faire moins peur, et en général, c'est relativement bien accepté quand on lui parle de traitement haute pression.
Quelques exemples de produits ici qui sont devenus des grands classiques. Alors, un produit qui a disparu mais qui était excellent, qu'on trouve au Japon, c'est des confitures qui sont faites par haute pression. Et ça permet de garder en fait des confitures qui ont la texture d'une confiture conventionnelle, mais avec un arôme de barquette de fraises fraîches, par exemple. C'était vraiment des très très beaux produits qui ont disparu, mais qui seraient intéressants à relancer peut-être. Il y a un produit qu'on trouve en grande distribution maintenant aux États-Unis, c'est l'avocat, ou le guacamole, qui est conservé sous film comme ça, et qui ne brunit plus, puisqu'on a inactivé les enzymes par un traitement haute pression. Donc des très beaux produits, qui donnent une image très naturelle, parce qu'on peut les voir comme ça, bien verts, pendant 2 semaines en réfrigéré. Et c'est un exemple de succès procédé. Un autre exemple qui est en train de se développer énormément, c'est l'utilisation de champs électriques pulsés, alors, soit pour stabiliser des produits, des jus de fruits ou autres, soit également récemment là, pour traiter des pommes de terre qui vont être utilisées en friture. L'objectif, c'est en fait ici, pour les frites, de faciliter la découpe. En fait, on perméabilise les membranes cellulaires de la pomme de terre, une cellule, et ça permet en fait d'avoir derrière une découpe très propre et de limiter les reprises en huile grâce à une surface très lisse des pommes de terre. Donc ça, c'est un procédé qui se développe énormément. C'est dur de communiquer vers le consommateur, mais ça a un impact intéressant en termes de santé, par exemple. Et puis on retrouve ce procédé également sur des jus de fruits et différents liquides. Globalement, ce qui se développe en termes de perspective, c'est ce qu'on appelle le minimal processing. Donc c'est un concept qui vise à combiner différents procédés, et plutôt que d'avoir un procédé principal, une cuisson ou un traitement très intensifié, de cumuler plusieurs procédés en tirant bénéfice de chacun de ces procédés pour aboutir à un produit stable en visant à conserver le maximum de nutriments de ce produit, ou de paramètres nutritionnels positifs, je dirais, du produit. Donc ça, c'est une tendance. Après, c'est compliqué de communiquer, puisque malgré tout, on va parler de plusieurs procédés qui s'enchaînent, donc ça multiplie un peu la communication, ça complique. Et ce qu'on peut retenir également, c'est que derrière ces nouvelles technologies ont un coût. Donc on voit le coût ici en fonction de la température qui est atteinte. Ces nouveaux procédés peuvent être rangés dans des procédés diathermiques ou à faible pouvoir de chauffage. Donc le fait de limiter la montée en température permet de mieux préserver certains nutriments, vitamines et autres. Mais derrière, on va avoir des coûts de procédés qui vont augmenter. Donc il y a un problème derrière aussi de coût qui va survenir. Donc voilà pour ces quelques éléments de contexte sur les procédés. Merci beaucoup, Alain Lebaille. On vous applaudit.